y a une énorme différence entre quelqu'un qui possède de l'immobilier et quelqu'un qui est investisseur. Et cette différence, elle ne se voit pas forcément sur le compte en banque et elle ne se voit pas tout au début. L'amateur, lui, il achète un bien et puis il va prier pour que ça marche. Le vrai investisseur, lui, il connaît déjà le résultat avant même d'avoir signé son opération. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais te parler justement de la différence entre un amateur et un réel investisseur. Et ce mot, c'est l'entrepreneuriat. Et dans cette vidéo, on va se la faire à la cool parce que j'ai prévu une petite partie de billard. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Je voulais te partager, en tout cas, ma vision de la chose par rapport à ça. Donc, si tu as déjà acheté en croisant les doigts et puis en priant pour que le destin te fasse gagner de l'argent, eh bien reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer un truc que personne ne t'a encore présenté comme ça. C'est parti. Voilà, dans cette vidéo, je vais m'adresser à deux types de personnes bien distinctes. La première typologie de personnes, c'est ce que j'appelle les amateurs. Ce n'est pas péjoratif, il ne faut pas le prendre de manière péjorative, mais c'est les personnes qui veulent investir, acheter un bien immobilier, profiter d'un loyer, même si ça rapporte voilà, une dizaine ou une centaine d'euros par mois, attendre 20-30 ans que le bien soit complètement payé et puis avoir un bien qu'on peut revendre ou pourquoi pas capitaliser pour avoir une retraite. Ça, c'est la première typologie de personnes. Je pense qu'elle est majoritaire sur le marché immobilier français et je pense que c'est une bonne chose quand même. Chaque personne devrait, à mon sens, avoir mis un pied au moins une fois sur de l'investissement immobilier. Je pense que c'est nécessaire, ne serait-ce que d'acheter sa résidence principale. C'est quand même, on a la chance en France de pouvoir faire ça. Donc ça, c'est le premier type de personnes, ceux qui veulent faire de manière patrimoniale et juste pouvoir, une fois au moins dans sa vie, avoir acheté de l'immobilier. La deuxième typologie de personnes, c'est ce que j'appelle les investisseurs. Et il y a un mot qui va revenir souvent dans cette vidéo, c'est entrepreneur. Alors, quel type de bout j'ai mis? J'ai mis les rouges. Ouais, les rouges. On va commencer par les rouges. Donc, les entrepreneurs, c'est vraiment des personnes qui vont, comme moi, à une époque, vouloir faire en sorte que l'immobilier devienne leur source de rémunération principale, leur source monétaire, leur capacité à pouvoir vivre aussi, ce qui va leur permettre de subvenir et de financer tout simplement leur train de vie. Et moi, j'étais dans cette deuxième catégorie, quand j'ai voulu me lancer en tout cas. Et il y a un piège avec cette catégorie, c'est qu'il faut très vite basculer dans l'entrepreneuriat. Et si on ne comprend pas ça, on a très vite perdu au jeu de la richesse avec l'immobilier parce qu'on va vite arriver à un plafond de verre. Donc ça, c'est les deux typologies de personnes. Et aujourd'hui, on va différencier les deux et quels sont les avantages pour l'un et quels sont les avantages pour l'autre. Et la vraie différence, si aujourd'hui vous voulez créer une rémunération, vous voulez remplacer votre salaire, vous voulez pouvoir vivre de l'immobilier, comme moi j'ai pu le faire, cette vidéo s'adresse particulièrement à vous et on va décrypter les trois pièges aussi, même s'il peut y en avoir plusieurs, même plus, mais les trois grandes idées en tout cas de cette typologie de personnes. Donc, la première différence entre les deux, c'est que l'amateur va acheter un bien et l'investisseur va monter une opération. Pas forcément une opération d'achat-revente, ça peut être une opération locative, une opération qui a pour but de générer du revenu, un cash flow qui soit conséquent. Il faut que je me remette dedans, là, le billard, parce que c'est catastrophique. Mais voilà, on est en apprentissage, tout le temps en apprentissage. Et donc, du coup, c'est vraiment une façon de voir les choses différentes des deux catégories. Et il faut vraiment partir du principe que si vous voulez en vivre, vous devez à chaque fois concevoir votre opération immobilière comme un projet, avec un rendement, avec ses surprises, avec sa comptabilité, avec la gestion des risques qui va avec. Et ça, c'est la base de tout. Pour moi, c'est le pilier numéro 1 à avoir, c'est l'état d'esprit pour aborder votre opération immobilière. Et que ce soit avec tous les intervenants, que ce soit avec le banquier, que ce soit avec le notaire, que ce soit avec… est-ce qu'elle touche? Elle touche. Avec le notaire, que ce soit avec l'agent immobilier, j'ai déjà dit, mais avec le vendeur, le locataire. Elle y va presque. Voilà, c'est
on monte une opération. On monte une opération et on doit surtout maîtriser son opération, maîtriser ses chiffres, maîtriser ses coûts et avoir une vision entrepreneuriale, c'est-à-dire savoir où sont ses forces et ses faiblesses. Moi, je vous détaille rapidement. Je suis très fort en négociation. C'est un kiff pour moi, c'est un plaisir à chaque fois. Je déteste, c'est pas que je suis nul, c'est que je déteste vraiment faire tout ce qui est le suivi de chantier. Voilà. Aller chez Leroy Merlin, acheter la baguette qui manque pour l'angle de la salle de bain, acheter voilà, le pot de colle qui manque aussi pour l'artisan. Tout ça, c'est des choses que je déteste faire. Et j'ai vite compris qu'il fallait que soit je le délègue en fait, soit que je puisse m'entourer d'une équipe d'artisans qui soit compétents et en qui j'ai vraiment confiance. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Par contre, j'ai capitalisé vraiment sur l'aspect négociation. Ça, je me suis toujours réservé le fait d'aller moi-même sur le terrain, voir les agents immobiliers, discuter avec eux, créer un relationnel. J'ai un très bon carnet d'adresses. Je suis quelqu'un bizarrement dans la vie qui n'est pas très ce qu'on appelle loquace, c'est-à-dire que je ne parle pas beaucoup. Mais par contre, j'ai un très bon relationnel. C'est assez bizarre quand même parce que quand il y a un sujet qui m'intéresse, ben là, je suis bavard et je suis très sociable, mais par contre, quand le sujet ne m'intéresse pas, je peux me mettre dans ma bulle, je suis voilà, une vraie carapace, j'ai une vraie carapace autour de moi et je discute pratiquement pas. On a même l'impression des fois que je fais la gueule. Je ne suis pas quelqu'un de très agréable si le sujet ne m'intéresse pas. C'est ma façon de vivre, voilà, je suis comme ça. Et donc, c'est une capacité aussi de savoir où sont vos forces ou vos faiblesses. Donc, dans cette vidéo, moi, je vous conseille déjà de faire le point, si vous ne l'avez pas encore fait, sur là où vous êtes compétent, en fait. Là où vous êtes compétent, là où vraiment, voilà, c'est votre domaine, vous devez vous en occuper, vous devez contrôler ça et vous devez surtout capitaliser. Vous devez surtout capitaliser. Moi, je sais que les marges immobilières, je ne les faisais pas dans les devis de travaux, je les faisais vraiment à la négoce et à la vente aussi. Je suis un très bon vendeur, je sais comment présenter un bien immobilier, je sais ce qu'il plaît. Oh, catastrophique. Il va. Presque. Je sais comment vendre un bien immobilier. Et voilà. Et donc, j'ai vraiment, à chaque visite immobilière, c'est moi qui m'en suis toujours occupé. Bon. Ça ne veut pas rentrer celle-ci. Et voilà. Et j'ai toujours fait de manière à ce que j'ai toujours mis mes atouts et mes avantages en priorité. Et lorsqu'on veut faire un bien immobilier justement en tant qu'amateur, parce que ce n'est pas notre but de gagner de l'argent avec ça, eh bien, on va avoir plutôt tendance à faire le strict minimum, mais à sécuriser son investissement. Et ça, voilà. Et pas ce que j'appelle, il ne faut jamais miser sur ce qu'on appelle la spéculation. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à faire, surtout au début. Et c'est vraiment un truc d'amateur finalement, la spéculation. C'est-à-dire espérer que le marché monte ou le marché stagne, qu'il reste au même point, que votre prix du mètre carré dans votre ville ne bouge pas. Et ça, c'est super dangereux. Allez, on tape un coup dedans. Boum, boum. Allez, 2. On enchaîne sur les jaunes. Et ça, c'est très dangereux parce que en fait, vous ne maîtrisez pas votre coût et vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Allez, elle y va celle-là. Et maintenant, quand on a dit ça, quand on sait que l'amateur, lui, espère une plus-value et que l'investisseur, lui, crée sa plus-value, on va savoir, une fois que vous avez compris où était votre capacité, vos skills, comme on appelle ça, eh bien, vous devez savoir la créer maintenant. Donc, on le sait, tout se joue à la négociation. Ça, on ne va pas le répéter. Quand vous sortez de chez le notaire, vous savez si oui ou non vous avez gagné de l'argent déjà. C'est une sécurité, c'est une tranquillité d'esprit. En fait, quand vous arrivez chez le notaire, vous signez. Déjà, voilà, c'est un moment assez stressant, mais quand vous sortez du rendez-vous de signature, quand vous venez d'authentifier votre acquisition, vous venez de mettre votre nom, vous venez de signer votre compromis de vente, vous devez être certain d'avoir gagné de l'argent. Quasi 80% de votre marge à la fin, elle doit être faite à ce moment-là. Vous ne devez pas avoir de surprise. Et il y a plusieurs leviers, plusieurs pivots là-dessus. Le premier, c'est de choisir le bon bien immobilier, c'est-à-dire le bon emplacement. Vous devez être au bon endroit, pas acheter dans une ville c'est dommage. Une ville morte, ça c'est la première des choses.
vous devez connaître votre marché et ensuite vous devez avoir un bon relationnel. Ça, c'est super important parce que même si vous êtes bon en négociation, le fait que vous soyez nul en relationnel, ça va vous pourrez pas, en tout cas, aller bien loin parce que c'est pas vous qui allez, en tout cas dans la majorité des cas, vous n'allez pas traiter directement vos négociations, vous allez passer par un agent. Et donc, même si vous êtes fort en négociation, vous allez négocier avec l'agent, mais lui doit ensuite négocier et convaincre son client. Donc du coup, ce n'est pas forcément votre capacité à négocier qui entre en jeu à ce moment-là, c'est plutôt votre capacité, votre relationnel et est-ce que l'agent immobilier a vraiment envie que votre offre passe ou pas. Et ça, eh ben, ça ne se construit pas en un jour. Vous ne pouvez pas arriver du jour au lendemain comme ça et demander à un agent immobilier d'être votre sauveur et de pouvoir convaincre son client qui lui le connaît depuis plusieurs mois, hein, forcément, parce que le mandat il l'a depuis plusieurs mois. Donc vous devez en tout cas avoir, vous savez, vous avez une espèce de jauge. Lui, le client, ça fait plusieurs mois qu'il est dans l'agence, qu'il a signé un mandat de vente avec le commercial, avec l'agent immobilier, et vous, vous pointez du jour au lendemain. Donc déjà, il y a une balance qui est en votre défaveur au niveau relationnel. L'agent immobilier va préférer, en tout cas, prendre parti et donner avantage à son client plutôt qu'à vous. À part si vous avez travaillé votre relationnel depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'avoir des agents immobiliers qui vont travailler pour vous quelque part. Et ça, c'est le premier levier pour lequel vous allez gagner de l'argent à l'achat. Le deuxième, ça va être forcément ce qui vient après, c'est-à-dire le montage de votre crédit immobilier, de votre levée de fonds. Crédit immobilier, on parle souvent de crédit immobilier, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être aussi levée de fonds propres, personnel, familial, etc. Il n'y a pas que la banque qui peut vous prêter de l'argent. Il y a d'autres personnes sur Terre aussi, des investisseurs, des club deals. Vous pouvez demander aussi à votre entourage. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui a une expertise dans l'immobilier, qui est compétent et qui sait ce qu'il fait, eh ben, il n'y a pas de raison en tout cas que vous ne trouviez pas l'argent. Je pense que on ne s'en rend pas compte. Alors, c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais ce n'est pas aussi dur finalement de trouver de l'argent. En tout cas, dans le monde, dans l'époque dans laquelle on vit, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile. Je pense que c'est plus difficile de trouver une bonne opération immobilière bien placée qui va se revendre plus facilement plutôt que de trouver le financement. En tout cas, c'est mon avis. Donc par rapport à ça, vous arrivez avec votre dossier de financement. Là, vous allez pouvoir gagner de l'argent sur, si vous faites de la location, sur le taux d'emprunt, forcément, sur la durée aussi, parce que le montant aussi, hein, parce que le taux d'emprunt va impacter forcément. Plus vous allez avoir un taux élevé, plus vous allez rembourser et plus la banque va prendre des intérêts. Plus vite vous allez rembourser votre crédit immobilier, moins vous allez payer aussi. Même s'il y a toujours, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis quand même, il y a toujours des frais de remboursement anticipés quand vous faites un crédit immobilier. La banque ne vous laisse pas repartir comme ça gratuitement. C'est 3%, mais c'est plafonné, hein, bien sûr. C'est plafonné, mais si vous remboursez votre crédit à l'anticipé, la banque estime qu'elle va perdre de l'argent parce que si elle vous fait un crédit sur 15-20 ans, elle espère pendant 15-20 ans, en tout cas chaque mois, vous prendre des intérêts de crédit. Est-ce qu'elle touche? Pas. Alors, on repasse sur les rouges. Et donc ça, votre financement, c'est le deuxième levier. Le troisième levier, ça va être les travaux de rénovation. Et c'est là où vous allez créer de la valeur aussi visuelle. Et ça, voilà, vous avez soit la capacité comment je peux dire ça, mais votre artisan, en tout cas, la capacité à votre artisan de savoir faire ressortir de la valeur perçue, un beau parquet, un beau plafond, une belle luminosité, voilà, les spots, l'espace,
la manière dont il va agencer aussi les pièces. Il y a vraiment un savoir-faire artisanal là-dessus. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Moi, je vous conseille vraiment, en tout cas, on ne peut pas savoir l'artisanat, c'est quelque chose de très compliqué parce que vous pouvez pas savoir si vous allez trouver le bon artisan dès le début ou pas. La meilleure façon de faire, c'est tout simplement de se renseigner et de juger par rapport au passé. Vous devez toujours regarder ce que l'artisan a fait, aller sur des chantiers qu'il a déjà réalisés. Et puis, là, on n'est pas dans le caca. Allez, je l'attends en bande. Et puis, vous devez toujours juger un artisan sur ce qu'il a fait et non sur ses paroles et non sur son devis. Ce n'est pas parce qu'il est le moins cher ou le plus cher à l'inverse qu'il est le meilleur. Moi, je vais plutôt faire comme ça. Tac. Eh ben, pas mal, pas mal, pas mal. Et ensuite, eh bien, moi je parle plutôt de vente parce que la location, j'en ai fait bien sûr, mais ce n'est pas ce qui m'anime le plus. Dommage. Ensuite, c'est votre capacité à vendre finalement. Mais même dans la location, vous vendez quand même votre logement, vous vendez votre nuit si vous faites du Airbnb. Donc, c'est aussi une capacité entrepreneuriale de vente. Finalement, savoir rédiger un bon texte d'annonce sur Airbnb, savoir donner l'envie à un locataire, savoir choisir le bon locataire aussi, est une compétence que vous devez maîtriser. Et donc ça, c'est le troisième, en tout cas, troisième manière, même quatrième, on a dit l'achat, le financement, les travaux et la vente ou la location. Les 4 manières, en tout cas, d'augmenter à chaque fois votre bénéfice et de créer finalement votre marge. Et donc la finalité de ce point-là, c'est que l'investisseur, lui, va créer sa marge et l'amateur va espérer que le marché le fasse pour lui. Et le troisième point, c'est que l'investisseur, en tout cas l'amateur, va subir le marché. Donc il va subir les fluctuations, va subir les changements, il va subir la loi aussi du marché immobilier dans sa ville. L'investisseur, lui, a une méthode qui est processée et réplicable et qui est indépendant du marché. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez une méthode que vous pouvez répliquer, une fois que vous avez fini un projet, vous refaites exactement la même chose et ça marche parce que vous avez un process, vous savez comment vendre, vous savez comment louer, vous savez comment repérer les bonnes opportunités, vous savez dans quel secteur acheter, vous avez un process qui marche et vous avez tout simplement la possibilité de le répliquer. Et ça, c'est une vision entrepreneuriale de l'immobilier. Et c'est indépendant, que le marché bouge ou pas, vous allez compenser. Alors, à moins qu'il y ait une guerre, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai investi à Dubaï. Et en ce moment, ce n'est pas rose, mais ce n'est pas grave. Et finalement, en fait, le fait que vous ayez une méthode qui fonctionne, j'essaie de la faire en 2 coups. Ah, dommage. Eh bien, c'est ce qui vous sécurise finalement. C'est ce qui fait que vous n'avez pas peur de vous relancer sur un projet. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas la chance qui dicte votre salaire à la fin du mois, mais c'est bien votre process. Donc ça, il faut processer. Ah, dommage. Il faut savoir processer. Vous devez être conscient. Vous devez savoir vos coûts de matériaux. Vous devez savoir votre prix au mètre carré. Vous devez connaître l'évolution aussi. Vous devez… Oh, bien joué. Vous devez connaître votre prix au mètre carré. Vous devez savoir à qui vous adresser. Si demain vous voulez repartir en recherche, vous devez savoir quel agent immobilier appeler. Et vous devez avoir aussi votre carnet d'artisans. Vous savez, un entrepreneur, c'est comme vous prenez l'exemple de votre boulanger préféré. Je ne pense pas que votre boulanger change de fournisseur de pain toutes les 5 minutes. En fait, il a son pain, il sait avec qui travailler, il connaît le bon fournisseur. Pareil pour son beurre, il va se fournir là où il faut. Ses ingrédients aussi, sa farine, son blé. Oh là là là. Elle va toucher. Non. Et il n'est pas toutes les 5 minutes, en tout cas, en train de changer son process. Et c'est ce qui fait qu'il maîtrise son coût et que sa baguette, il va la vendre toujours au même prix. Ah, dommage.
Et vous, c'est pareil en fait, vous ne pouvez pas vous permettre à chaque opération de refaire toujours les calculs, de retrouver des nouveaux artisans. Vous devez avoir une liste établie. Alors bien sûr, les artisans ne sont pas à votre disposition, il peut y avoir des problèmes de disponibilité, etc. Mais c'est justement à vous de savoir si aujourd'hui mon artisan n'est pas disponible, je dois avoir une roue de secours et vous devez justement ne pas subir le marché. Le marché de l'emploi aussi, le marché de l'artisanat, vous ne devez pas le subir. On va rapidement, on va essayer de terminer assez vite ces petites boules. Hop, on prend de l'angle. Tac, ah, dommage. Yep, on s'arrête, on s'arrête. Voilà, et donc ça c'est vraiment le maître mot, c'est maîtriser son marché, ne pas subir son marché. Hop, dites-moi en commentaire si vous aussi, hop, pardon, si vous aussi, non, plutôt dites-moi en commentaire dans quelle position vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes plutôt une vision entrepreneuriale de l'investissement immobilier? Est-ce que vous avez une vision plutôt d'amateur? Encore une fois, il n'y a pas de meilleur statut l'un que l'autre parce que justement, moi je préfère une personne qui me dise Kevin, moi j'ai investi juste pour ma retraite et ça me va très bien. Et du coup, j'ai acheté voilà, au prix du marché et puis dans 30 ans, j'aurai un bien qui est auto-financé et que je pourrais revendre pour capitaliser ou bien transmettre à mes enfants. Et en fait, cette personne-là est plus intelligente qu'une personne qui voudrait vivre de l'immobilier mais qui ne maîtrise pas justement les principes que l'on a vus ensemble. Donc voilà, et surtout, continuez à vous former, continuez à aller au rendez-vous, continuez à aller voir des gens, continuez à aller voir les agences immobilières, même si vous n'êtes pas en période de recherche, vous devez constamment entretenir votre relationnel, je pense que c'est la base. Et maintenant, moi, je vais vous parler de ma meilleure opération entrepreneuriale. Et finalement, ce n'est pas celle qui m'a rapporté le plus. Parce que l'opération qui m'a rapporté le plus, c'est pas forcément celle qui est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas réplicable. Pourquoi? Parce que j'ai eu on va dire une opportunité de marché et ce n'était pas forcément prévu à la base. Donc c'est une revente sur… Ah, dommage. C'était une revente d'une maison. Ce n'était pas forcément ce que j'ai prévu à la base. Donc on ne peut pas la prendre comme exemple, en tout cas dans mon parcours immobilier, pour dire ça c'était une bonne opération. Non, parce qu'en fait je n'avais pas maîtrisé mes coûts. J'ai eu, pas de la chance, mais le marché était vraiment voilà, au beau fixe. J'ai trouvé une personne pour revendre mon bien immobilier assez rapidement et j'avais dégagé une marge à l'époque de 60. J'ai toujours du mal avec les chiffres à me rappeler parce que c'est compliqué quand même de se rappeler, mais ça tournait aux alentours des 67 000 euros si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quand même assez conséquent, mais ce n'était pas réplicable. Ce n'était pas réplicable parce que le bien immobilier, je l'avais acheté au départ pour y habiter. Donc j'avais aucune intention de revente. Ce qui change tout. Oui, dommage. Ce qui change tout. Par contre, j'ai eu une opération que j'ai faite où là, j'ai pu… voilà, premier coup. Où j'ai pu gagner de l'argent réellement et où je savais que voilà, demain je veux refaire une opération, eh bien je refais exactement la même chose. Mes coûts étaient maîtrisés, mon secteur était maîtrisé également, je savais où acheter. Je savais vers qui me tourner, mon téléphone, je le prenais, je savais qui appeler demain pour trouver la même opération. Et ça, en fait, ça doit être prédictible finalement. Ça doit être prédictible. Le comptable, j'ai mon comptable, mon avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je sais vers qui me tourner pour ce genre d'opération. Tac. Yeah. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus investisseur entrepreneur ou investisseur amateur. Et dites-moi quelle est votre meilleure opération. Et dites-moi surtout si l'opération pour laquelle vous avez gagné le plus d'argent, vous serez capable de la répéter dès demain. Si c'est oui, vous avez un vrai process et vous êtes en tout cas en bonne voie pour devenir libre financièrement avec l'immobilier. Ce gros mot qu'on aime tant en France. Si vous n'avez pas la possibilité
de répliquer votre opération, eh bien, c'est que vous faites de l'investissement d'amateur. Et encore une fois, ce n'est vraiment pas péjoratif parce qu'on sait comment s'améliorer. Voilà les amis, je vais pouvoir terminer tranquillement les 2 dernières boules rouges et puis vous laisser sur cette vidéo. C'est une vidéo plutôt à la cool, hein. En fait, c'est une vidéo, voilà, je me dis, plutôt que de faire une partie simple comme ça, on allume le micro, on parle d'immobilier, c'est cool. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. L'idée, c'est de pouvoir partager son expérience aussi, de pouvoir discuter. C'est dommage que ce ne soit pas en live, que ce soit une vidéo, parce que j'adore l'interaction avec les gens. Parler d'immobilier, parler de ressenti. Il y a des gens qui seront d'accord avec ce que j'ai dit. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que j'ai dit. Mais je vous attends en commentaire. À vos risques et périls, vous avez intérêt d'avoir de bons arguments. Voilà, les amis, c'était Kevin. Je vous souhaite une bonne soirée en terminant avec ce beau coup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!